Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. On se retrouve dans la deuxième partie de Bref de classe avec Pierre-Yves Beaurepaire. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Alors Pierre-Yves, vous nous avez présenté dans la première partie les grands enjeux du chapitre de seconde intitulé Tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Alors maintenant, vous allez nous présenter un personnage, ou plutôt peut-être une famille, et un document que les collègues pourront aller utiliser sur le site aphg.fr et le montrer en classe, l'utiliser en cours, en le vidéo-projetant, pourquoi pas, pour expliquer aux élèves en quoi ces personnages-là que vous allez nous présenter sont représentatifs de cette société du XVIIIe siècle. Alors, Pierre-Yves, qu'est-ce que vous avez choisi comme personnage et comme document ? Alors, j'ai choisi en fait effectivement une famille, les Poupards devenus Poupards de Neuflize, à travers la généalogie familiale construite par un de leurs membres, qui serait André II, Poupard de Neuflize, d'une famille qui vient de l'artisanat de la région de Sedan, pour devenir une très grande famille manufacturière, une banque, un établissement bancaire qui existe toujours, à travers le témoignage d'une famille sur sa propre finalement ascension au siècle des Lumières, en liaison justement avec l'anoblissement et de nombreux thèmes qui sont au programme. Alors peut-être maintenant, pourriez-vous rentrer dans la présentation elle-même en montrant effectivement, comme vous l'avez dit, comment à travers ces personnages-là, on peut faire ressortir le programme. Oui, tout à fait, Nicolas. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que l'historien qui a beaucoup travaillé sur les Poupards de Neuflize à partir des draps et des draps de la région sedanaise qui sont exportés dans toute l'Europe et au-delà à cette époque-là, c'est Gérard Gaillot, qui était un historien de l'université de Lille, qui a beaucoup travaillé justement en histoire économique, en histoire des manufactures, et qui a vraiment, parce qu'il a, alors c'était pas du tout lui sa posture idéologique et politique, a rencontré les descendants des Poupards de Neuflize, a noué des relations avec eux qui lui ont permis d'obtenir ces documents, puisque c'est ça, ce qui est intéressant dans le document, c'est que c'est celui qu'on appellerait le fils, André II, qui revient sur l'ascension de son père, son grand-père, son arrière-grand-père, à un moment donné où ils font partie, donc après, des notables de Sedan, maire de la ville, baron d'Empire, etc. Et donc un regard rétrospectif de la propre famille, ce qu'on appellera en histoire un égo-document, ou un écrit du fort privé qui raconte finalement cette histoire-là. Et aujourd'hui, ce sont des documents que Gérard Caillot, qui est décédé, a déposés aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, et donc qui sont accessibles non seulement aux historiens, mais pour l'exploitation avec les élèves. On a le château que la famille a construit, sa présence dans la ville qui est facile à trouver à travers les ressources numériques, et puis aussi un portrait récemment vendu que j'ai proposé du couple de la génération qui est vraiment celle de l'ascension de la famille. Ça pourrait être aussi les armes de la famille qui sont disponibles. Voilà, il y a toute une façon d'exploiter cette ascension de la bourgeoisie à la noblesse et vers les affaires. C'est pour ça que ça me paraît quelque chose de très intéressant. Alors, si je reviens sur ces documents-là, moi, ce qui m'a intéressé comme point de départ, c'est que en 1769, ils ont souvent les mêmes prénoms, c'est pour le côté dynastique. Jean Abraham André Poupart, qui devient Poupart de Neuflize. Donc, c'est le grand-père de celui qui construit cette généalogie familiale. C'est celui qui est l'homme du château,
qui va donc faire construire ce château de Montvillers près de Sedan. C'est l'homme du portrait que je propose aussi. Eh bien, c'est quelqu'un qui reçoit la reconnaissance du roi comme entrepreneur textile, puisque il est anobli. Et c'est un anoblissement qui se fait par un arrêt du Conseil du roi, donc c'est un anoblissement par lettre, et sans entrer dans l'aspect technique, ça veut dire que c'est pas un anoblissement où il a acheté une charge qui est anoblissante. C'est une récompense, vous voyez, comme on dirait par la suite, service rendu à la nation, du coup, qui irait avec, pour le 19e ou 20e siècle aujourd'hui, avec la Légion d'honneur, etc., etc. Là, on en distingue deux par an. Donc, c'est vraiment très réduit. Et on braque le projecteur sur eux. Et donc, c'est tout à fait intéressant que dans ces dernières années du règne de Louis XV, on choisisse de le distinguer lui, alors que sa famille est d'ascendance protestante, alors qu'on n'a pas encore on n'a pas encore mis en vigueur l'édit de tolérance. Il faudra attendre 1787, et donc souvent ça a été un blocage pour un certain nombre de ces manufacturiers d'origine protestante. Et là, c'est intéressant de voir que finalement, la réussite de la famille est vraiment manifeste. Et donc, quand on voit la généalogie, ces petits textes qui représentent la généalogie familiale, on peut très bien les mettre en regard. L'arrière-grand-père, lui, il était dans le monde des corporations. Donc, on est dans le monde d'Ancien Régime, on est dans ces corporations qu'on va commencer à remettre en cause au début du règne de Louis XVI, donc quelques années plus tard, par rapport à l'anoblissement. Mais là, on n'était pas du tout dans ce cadre-là. On est dans l'idée, la corporation garantit un savoir-faire, un apprentissage. Il a fait son apprentissage, il a été reçu maître dans la corporation et il a reçu un brevet. Voilà, il a fait un beau mariage avec la veuve d'un autre fabricant dans le domaine textile. Et donc, on a là une dot de 20 000 livres, donc c'est tout à fait significatif pour l'époque, c'est bien dit dans le texte, et ça permet non seulement d'associer à ce savoir-faire habile apprêteur, donc pour ces toiles qui vont être recherchées, aussi l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise pour limiter finalement la déperdition de l'argent. On explique que ces frais sont limités parce qu'on travaille en famille, etc. et de les réinvestir. Et progressivement, on sort en fait du domaine de l'artisanat pour entrer vraiment dans celui de la fabrique, et on passe à la génération suivante, donc de l'arrière-grand-père au grand-père, on passe à la génération de celui qui devient vraiment un entrepreneur, et d'ailleurs son héritier le dit tout de suite, non seulement il possédait toutes les connaissances d'un bon fabricant, son père lui a légué son savoir-faire, d'un habile apprêteur, c'est celui qui finalement, c'est la fixation chimique sur les tissus qui permet ensuite, bien évidemment, de terminer la transformation textile et de vendre le produit. Donc, il maîtrise très bien son affaire, mais il avait le génie d'un grand négociant. Et alors, c'est intéressant parce que souvent, au XVIIIe siècle, on explique que dans la société du temps, l'osium, le loisir aristocratique s'oppose au négocium, comme si le négoce était celui qui était tellement agité par le rythme du commerce, qu'il était sans cesse à la quête du profit et que c'était contradictoire avec un mode de vie aristocratique. Et là, on voit les limites de cette vision traditionnelle. Elle existe. Certains négociants s'empressent ensuite d'acheter pierres, titres, etc., pour finalement accéder de manière franche à l'ordre de la noblesse. Mais là, on voit une famille qui n'a pas du tout l'intention d'abandonner ses prétentions à dominer sa sphère économique, à être les meilleurs dans son domaine-là, et qui bénéficie du soutien de la monarchie. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que la monarchie d'Ancien Régime
au siècle des Lumières, elle est consciente de la nécessité de favoriser donc un certain nombre de transformations économiques, industrielles, et que ça passe par une forme de reconnaissance de ces familles-là. Et donc, on explique dans le texte qu'on passe de la fabrique de son père à une manufacture de première classe, de premier ordre, qui a déjà conscience de la nécessaire maîtrise des coûts, de fabriquer économiquement, de tenir compte aussi des débouchés, et on passe à 150 métiers à tisser. Bien évidemment, on voit qu'on est entré là dans l'ère industrielle, et on voit aussi, c'est qui est intéressant, puisque le XVIIIe siècle, on a parlé des ports, c'est l'essor du grand commerce à l'échelle de l'Europe et du monde, notamment dans le domaine textile, puisque c'est le gros de la production industrielle de l'époque. On voit il s'intéresser dans des armements ou des expéditions maritimes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On voit quelqu'un qui se diversifie, et on pourrait se dire, de l'artisan, c'est là où on voit l'ascension, de l'artisan de la région de Sedan, on est passé là vraiment au grand entrepreneur, et donc on comprend mieux l'anoblissement en 1769, et aussi le fait que cet homme, donc Abraham Poupart, ait souhaité marquer sa présence aussi bien, par exemple, avec le château. Et puis on passe au père, André Ier. Donc là, on est passé des Pouparts aux Pouparts de Neuflis, à la génération précédente. On voit bien évidemment les difficultés liées au contexte économique, puisqu'à la fin du passage, on évoque le fatal traité de commerce fait avec l'Angleterre. Donc ça, c'est le traité de commerce qu'on appelle Eden, parce que c'est le négociateur anglais, Rayneval, Rayneval pour les Français, 1786, qui est un traité de libre-échange franco-britannique. Et on est juste à la veille de la Révolution. Ça a été très critiqué en disant, vous mettez en contact c'est très moderne comme lecture, deux économies qui n'ont pas le même niveau de développement dans le champ industriel. C'est toute la question de la, entre guillemets, révolution industrielle en Angleterre, mécanisation, etc. Et donc, en réalité, seuls les plus forts réussissent à s'en sortir, comme ici, Poupart de Neuflis. On vous explique que eh bien, finalement, lui a tenu, alors que c'est très critiqué en France, parce qu'on considère qu'en abaissant brutalement les barrières douanières, on a exposé une industrie française qui n'était pas encore à la hauteur de sa rivale et concurrente britannique, et qui, bien évidemment, s'est retrouvée en grande difficulté. C'est intéressant parce que ça permet de relier aussi ce texte-là à une caractéristique qu'on a dans l'économie française, qu'un collègue de Gérard Gaillot, Jean-Pierre Hirsch appelait les deux rêves du commerce, et c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise en France, traditionnellement, veut être protégé par la monarchie ou les institutions jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui la République, soutenue financièrement, de très nombreuses exemptions, etc., etc., mais que dans le même temps, l'autre rêve du commerce, c'est trop d'État, laissez-nous tranquilles, laissez l'esprit d'entreprise s'épanouir, on gérera très bien tout seul. Et on voit, comme dans les différentes crises financières récentes ou passées pour le texte là, que dès qu'il y a une difficulté, c'est vers l'État qu'on se tourne. Voilà, les deux rêves du commerce et ces contradictions qu'on retrouve très bien dans cette famille-là. Les textes sont aussi intéressants parce que il montre la volonté aussi de monter socialement par le biais des femmes, par les mariages, qu'on épouse une veuve qui permet d'entrer dans le secteur industriel que l'on vise, que l'on diversifie les alliances familiales en faisant épouser aux filles, son neveu, des partenaires en affaires, et en même temps le mariage comme aussi ce qu'on appelle d'un terme technique l'exogamie, pour sortir de son milieu, tout simplement dans une perspective ascendante. Et bien là, on est passé, on voit très bien avec les dots, de 20 000 à 100 000, et puis par la suite, ça sera beaucoup plus, entrer dans le domaine de la finance.
à partir de la génération de la deuxième et de la troisième génération, et notamment du père du rédacteur, d'André Premier, on entre vraiment dans le domaine de la finance. Et aujourd'hui, vous avez une banque d'affaires qui s'appelle encore la banque Neuflize, Schlumberger, et d'autres associés, et qui est vraiment une banque d'affaires héritier bien évidemment, de cette dynastie-là et de ses associés. Donc ça, je trouve que c'est aussi très, très intéressant parce qu'on voit, ça permet aussi de replacer le monde de l'Ancien Régime, pas simplement dans les ruptures, mais dans la continuité aussi, entrepreneuriale et puis des dynasties, qu'elles soient bourgeoises ou aristocratiques. Ici, donc bourgeoise anoblie, dans une dynamique qui transcende la séparation 18e, 19e siècle. On est vraiment dans un mouvement de grande ampleur, là, sur plusieurs générations, et en fait, ça permet d'illustrer vraiment absolument tous les thèmes qui sont les nôtres. Pierre-Yves Beaurepaire, merci pour ces exemples autour de cette dynastie seudanaise, les Poupards de Neuflize, exemple qui m'a d'ailleurs beaucoup parlé puisque j'ai connu personnellement quelque temps Gérard Gaillot avant son décès, et puis j'ai travaillé aussi un petit peu sur le drap de Sedan à la charnière du 19e et 20e siècle, un peu plus tard pour d'autres préoccupations, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, qui est mon travail de recherche. Donc voilà, ça a fait écho à mes recherches et c'était vraiment très sympa de votre part. Donc, on rappelle pour tous les auditeurs, Pierre-Yves, que vous avez donné bien sûr une bibliographie pour approfondir, bien sûr les documents que vous avez évoqués. On retrouve tout ça sur la page de l'émission Bref de classe à cet épisode 28 que on peut retrouver sur aphg.fr. Pierre-Yves Beaurepaire, merci beaucoup. On rappelle aussi que votre atlas a été réédité. C'est un excellent ouvrage pour bien connaître cette période-là et on le retrouve d'ailleurs dans la bibliographie. Merci Pierre-Yves, à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt.